Bienvenue sur Odyssea 2.0, où nous plongeons sans peur dans les récits captivants du passé. Dans notre précédent épisode, nous avons vagabondé dans les ruelles fascinantes du Japon d'Edo, éblouis par l'éclat des samouraïs et l'autorité des shoguns. Mais préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons prendre une tangente dramatique et nous projeter dans une époque qui a bouleversé l'histoire du Japon, l'arrivée fracassante des premiers occidentaux sur ces terres sacrées. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous guider à travers le deuxième chapitre de cette saga enflammée de Soleil Rouge. Nous allons naviguer dans des eaux troubles, là où les mondes se rencontrent et se heurtent avec une force inouïe. Les horizons lointains de l'Est rencontreront les horizons lointains de l'Ouest, provoquant des ondes de choc qui ébranleront les fondations même du Japon. Les étrangers, porteurs de connaissances interdites, pénétreront les frontières jadis inviolables. Les questions brûlantes surgiront. Quel sera le prix de l'ouverture au monde extérieur? Quelle est la véritable signification de l'identité japonaise? Et quelles conséquences inimaginables résulteront de cette première collision de culture entre l'Occident et le Japon? England is under threat of invasion. So much for the glory of Rome. There is only one way this war ends. Last man standing. We are samurai! Ich bin ein Berlin. We shall never surrender. Les menaces venues d'outre-mer, en particulier de l'Occident, suscitent une inquiétude grandissante au Japon. Lorsque l'Espagne découvre l'Amérique en 1492, un nouvel âge d'exploration maritime et d'expansion s'embrase en Europe, attisant la flamme de l'Espagne et du Portugal. Alors que l'Espagne se tourne d'abord vers l'Amérique, le Portugal fixe son regard sur l'Asie et ses trésors innombrables. Au début de l'année 1540, les premiers navires portugais accostent au sud du Japon, sur l'île de Kyushu. Pour les Européens, le Japon est alors connu sous le nom de Simpango, cette terre presque mythique évoquée par Marco Polo lors de son voyage en Chine, vantée pour sa profusion d'or. Ces nouveaux étrangers sont désignés au Japon comme les Nambanjin, les barbares du Sud. Mais ce n'est pas tant l'or que l'argent qui abonde au Japon. Les Portugais, loin d'être déçus, échangent de grandes quantités d'argent contre des arquebuses modernes, des armes à feu révolutionnaires. L'introduction de ces arquebuses au Japon pendant une période de guerre civile intense jouera un rôle décisif dans l'unification du pays. Le Japon, loin d'être isolé, est pleinement intégré au système économique international du XVIe siècle. Il exporte plus de 200 tonnes d'argent par an, soit plus de 30% de la production mondiale. Les échanges avec les pays voisins permettent l'importation de soie de Chine, d'épices et de lin, et surtout, ils favorisent la mobilité des Japonais à l'étranger et la création de communautés d'expatriés japonais au Vietnam, au Siam, aux Philippines et en Chine. Ces Japonais vivant à l'étranger, qu'ils soient marchands, mercenaires, contrebandiers ou pirates, encouragent l'adoption de nouvelles idées et technologies au Japon. De même, des quartiers chinois au sud du Japon et coréens à l'ouest fleurissent, témoignant de l'essor des contacts avec le reste du monde. Malgré ces échanges grandissants, le regard et la fascination du Japon demeurent depuis toujours tournés vers la Chine. Le 15 août 1549, François Xavier, l'un des membres fondateurs de l'ordre des Jésuites, débarque à Kagoshima, au Japon, avec pour mission de faire de cette terre un bastion chrétien. Il voyage librement à travers le Japon, à partir de l'île de Kyushu. D'abord, il se dirige vers Kyoto, la capitale impériale, dans l'espoir vain et fou d'obtenir une audience et de discuter avec l'empereur.
Néanmoins, il est autorisé à utiliser un ancien temple bouddhiste pour prêcher sa nouvelle religion et en seulement quelques mois, il convertit plus de 500 Japonais. Ensuite, il se rend sur l'île d'Hirado pour y construire une nouvelle église. François Javier quitte le Japon en septembre 1551, se dirigeant vers l'Inde, mais il meurt peu de temps après, en 1552, à l'âge de seulement 46 ans. Bien qu'il ne soit resté que 3 ans au Japon, le jésuite aura joué un rôle déterminant dans l'évangélisation du pays. Par la suite, les jésuites portugais et espagnols s'impliquent de plus en plus dans les relations commerciales et diplomatiques avec le Japon, au point qu'il devient difficile de faire la distinction entre le prêtre et le marchand. À travers les jésuites, les Portugais fournissent aux seigneurs daimyo des armes à feu et des produits de luxe chinois très prisés au Japon. La relation entre eux est donc initialement mutuellement bénéfique, des armes et des biens chinois en échange d'argent et de l'évangélisation chrétienne. Tolérants et intrigués, les daimyo de Kyushu autorisent généralement le prosélytisme chrétien et la construction d'églises, d'orphelinats et d'hôpitaux. Dans une vision d'un machiavélisme pur, l'arrivée du christianisme est parfois perçue d'un bon œil par certains daimyo, affaiblissant les puissants groupes bouddhistes qui se sont rebellés à maintes reprises contre la caste militaire. Il ne faut pas longtemps pour que certains daimyo se convertissent à la nouvelle foi, parmi lesquels figure le célèbre Omura Sumitada, qui cède même le port de Nagasaki aux jésuites portugais. En 1582, une mission diplomatique officielle, sponsorisée par le daimyo chrétien Otomo Sorin et le chef jésuite italien Alessandro Valignano, se rend à Rome, avec à son bord 4 jeunes jésuites japonais. Selon Alessandro Valignano, la seule manière de propager le christianisme au Japon est de s'appuyer sur les Japonais convertis. Il explique dans une lettre : « Le Japon n'est pas un pays qui peut être contrôlé par des étrangers, car les Japonais ne sont ni assez faibles ni assez stupides pour le permettre. Et le roi d'Espagne n'a jamais eu, ni n'aura jamais, aucun pouvoir ni aucune juridiction ici. Par conséquent, il n'y a pas d'autre solution que de s'appuyer sur la formation des indigènes dans la voie qu'ils doivent suivre et les laisser ensuite gérer eux-mêmes les églises. » Alors que les églises se multiplient et que l'influence occidentale grandit, les Japonais découvrent les sciences et la médecine venues d'outre-mer. Inspirés par la cuisine portugaise, ils s'approprient même le célèbre tempura, une friandise croustillante où les légumes et les crustacés sont enrobés de panure et frits. La langue portugaise, quant à elle, laisse une empreinte durable au Japon. Ainsi, le mot frère devient iruman, tiré du portugais irmão, tandis que l'expression portugaise naoe, n'est-ce pas, se transforme en né. Cependant, les tourments de la guerre civile et de l'unification du Japon mettent en péril la mission chrétienne dans le pays. Malgré leur importance dans le domaine commercial, la présence des missionnaires catholiques portugais est perçue comme dangereuse, en particulier par l'unificateur du Japon et le plus puissant seigneur de guerre de l'époque, Hideyoshi. Les enseignements chrétiens, avec leur message égalitaire et universaliste, risquent de miner les fondements mêmes de la société japonaise. De plus, la soumission des catholiques japonais à une autorité spirituelle étrangère, incarnée par le pape à Rome, remet en question l'autorité des daimyo, de Hideyoshi et de l'empereur. L'influence chrétienne grandissante sur les daimyo de Kyushu est pointée du doigt par les élites japonaises. Les chrétiens et les étrangers sont accusés d'attiser les tensions et de profiter des guerres civiles incessantes qui ravagent le pays. Plusieurs incidents témoignent de la destruction d'idoles shintoïstes ou du saccage de temples bouddhistes par des chrétiens japonais, ainsi que de la conversion forcée de japonais par des daimyo chrétiens. En réponse, Hideyoshi promulgue un édit en 1587, bannissant les missionnaires du Japon et plaçant Nagasaki sous son autorité. Mais l'édit n'est que partiellement appliqué, et les jésuites sont même autorisés à rester en tant qu'interprètes ou commerçants. Leur rôle est devenu trop important pour être écarté totalement. Malgré l'interdiction, plusieurs jésuites sur l'île de Kyushu continuent même secrètement leur mission de prédication. En 1593, des frères franciscains espagnols débarquent au cœur du Japon et obtiennent une audience auprès de Hideyoshi.
Nouveau venu au Japon, naïf et ignorant les coutumes locales, il commence à prêcher bruyamment la foi chrétienne dans la région de Kyoto, au cœur même du Japon. Malgré les avertissements des jésuites, les frères franciscains espagnols se méfient des véritables intentions de leurs collègues et rivaux portugais et continuent de provoquer les autorités locales. Le 19 octobre 1596, lors d'un voyage depuis les Philippines vers le Mexique, un navire espagnol chargé de richesses, le San Felipe, fait naufrage sur les côtes du Shikoku suite à un typhon dévastateur. Le daimyo local saisit le navire et sa cargaison malgré les protestations de l'équipage espagnol. Interrogé sur l'origine et le chemin parcouru jusqu'au Japon, le capitaine du San Felipe, Francisco Hollandia, répond en déployant une carte du monde, révélant l'étendue de l'Empire espagnol et ses vastes territoires en Amérique et en Asie. Francisco Hollandia va plus loin et explique que l'Espagne envoie d'abord ses missionnaires pour convertir la population locale et semer le trouble, avant d'envoyer ses puissants conquistadors pour envahir et conquérir le pays avec l'aide des nouveaux convertis. Intrigué par l'espagnol, Nagamori, le daimyo, demande quelle est la relation entre l'Espagne et le Portugal. Francisco Hollandia lui révèle que l'Empire espagnol et le Portugal ont le même roi. Cette révélation choque le japonais, car les jésuites portugais ont toujours insisté sur la distinction entre l'Espagne et le Portugal. La conversation entre Francisco Hollandia et Nagamori parvient aux oreilles de Hideyoshi, confirmant ainsi toutes ses craintes et ses suspicions. Tous les missionnaires chrétiens espagnols, en particulier les frères franciscains, sont immédiatement chassés et bannis du Japon. Les premières persécutions débutent le 5 février 1597, lorsque 26 chrétiens convertis, proches des frères franciscains, sont arrêtés. En guise d'exemple, ils sont publiquement torturés, transpercés de lances et crucifiés au sommet d'une colline à Nagasaki. Ils seront surnommés les 26 martyrs du Japon. Cette politique de persécution n'est pas exclusivement dirigée contre le christianisme, mais touche également tous les mouvements religieux jugés extrémistes ou dangereux pour la stabilité du régime. La mort de Hideyoshi en 1600 apporte un court répit aux chrétiens japonais et aux jésuites, mais leur destin reste incertain. Dans l'ombre menaçante de l'Europe, déchirée par les guerres des religions, une situation inattendue a bouleversé les relations du Japon avec le Portugal et plus particulièrement avec le christianisme catholique. Nous sommes en 1598, aux Pays-Bas, alors que les flammes de la guerre religieuse embrasent tout le vieux continent. William Adams, un navigateur anglais protestant, s'embarque sur un navire hollandais en tant que pilote. Après avoir servi aux côtés du légendaire Sir Francis Drake et participé à une mission d'exploration dans l'Arctique, Adams est un marin chevronné. La Hollande prépare alors une expédition corsaire avec 4 navires et plus de 500 hommes. Leur objectif est de viser les avant-postes et les colonies portugaises et espagnoles, les ennemis jurés des protestants. Étrangement, la flotte hollandaise ne suit pas la route traditionnelle vers l'Asie en passant par le sud de l'Afrique, mais décide plutôt de traverser l'Atlantique et de naviguer par le dangereux détroit de Magellan tout au sud de l'Amérique. Entre tempêtes, typhons et mauvaises décisions, les Hollandais accumulent les mésaventures. Après 5 mois, un seul navire sur 5, le Liefde, parvient à atteindre Kyushu au sud du Japon. À son bord, William Adams et 21 autres compagnons d'infortune. Dans un état pitoyable, seuls 7 d'entre eux peuvent encore se tenir debout. Les Japonais sont frappés par la taille et la puissance du navire hollandais. Au début, les autorités locales croient qu'il s'agit de Portugais ou d'Espagnols. Cependant, les missionnaires jésuites portugais arrivent rapidement, paniqués à l'idée de voir des protestants au Japon, et demandent au daimyo local de les exécuter en tant que pirates. Face à cette situation sans précédent, le daimyo préfère s'en remettre à Tokugawa Ieyasu, qui convoque William Adams au château d'Osaka pour être interrogé.
Face à cette situation sans précédent, le daimyo préfère s'en remettre à Tokugawa Ieyasu qui convoque William Adams au château d'Osaka pour être interrogé. Jusqu'à minuit, Ieyasu, l'homme le plus puissant du Japon, s'entretient avec Adams sur son pays, son voyage jusqu'au Japon, ses connaissances en mathématiques et la géopolitique européenne. Dans une lettre qu'il écrit à sa femme en Angleterre, Adams raconte : me présentant devant le roi, il m'a bien regardé et m'a semblé être merveilleusement favorable. Il m'a fait de nombreux signes, dont certains que j'ai compris et d'autres non. À la fin, quelqu'un est arrivé qui parlait portugais. Par son intermédiaire, le roi m'a demandé de quel pays je venais et ce qui nous avait motivés à venir dans ce pays si lointain. Je lui ai fait connaître le nom de notre pays et expliqué que notre nation avait depuis longtemps cherché les Indes orientales et désirait établir des liens d'amitié avec tous les rois afin de développer le commerce, car notre pays possède diverses commodités que cette terre ne possède pas. Il m'a alors demandé si notre pays était en guerre. J'ai répondu oui, contre le Portugal et l'Espagne, mais que nous étions en paix avec toutes les autres nations. Ensuite, il m'a interrogé sur ma foi. J'ai répondu que je croyais en Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Il m'a posé diverses questions sur la religion et bien d'autres sujets, comme le chemin que nous avons emprunté pour venir dans ce pays. Ayant une carte du monde, je lui ai montré notre route, en passant par le détroit de Magellan. À ce moment-là, il semblait perplexe et pensait que je mentais. Ainsi, d'une chose à l'autre, je suis resté avec lui jusqu'à minuit. Jusqu'alors, les autorités japonaises n'ont eu qu'un aperçu des catholiques japonais, et parfois des Espagnols, qui se présentent comme les seigneurs absolus de l'Europe. Tout d'un coup, ils découvrent l'existence d'autres puissances européennes. Adams, bien que chrétien, essaye tant bien que mal d'expliquer la différence entre protestants et catholiques, ainsi que la guerre des religions qui ravage l'Europe. Les Hollandais et les Anglais, tous deux protestants, ne cherchent pas à évangéliser le Japon, mais simplement à établir des relations commerciales. Alors, au cours des dernières années de la guerre civile, le Japon entrevoit déjà la possibilité de se procurer des armes auprès des Occidentaux sans avoir à accepter le christianisme en retour. Malgré les protestations et les mises en garde des Portugais, Tokugawa Ieyasu refuse d'exécuter Adams et ses compagnons. Dans sa lettre à sa femme, Adams explique pourquoi. Jusqu'à présent, nous n'avions fait aucun mal ou dommage à lui-même ou à son pays. Il serait donc injuste et contraire à la raison de nous mettre à mort. Même si notre pays était en guerre avec les autres, cela ne justifiait pas qu'il nous condamne à mort. Nous n'étions pas des êtres sans cœur, dont les prétentions cruelles ont fini par les faire échouer. Que Dieu soit loué éternellement. L'aventure japonaise de William Adams ne s'arrête pas là. Avec ses compagnons, il construit le premier navire japonais de style occidental à Ito pour le nouveau shogun. Adams maîtrise désormais couramment le japonais et devient un conseiller respecté en matière maritime et diplomatique auprès de Tokugawa Ieyasu. Il devient même le premier samouraï occidental sous le nom de Miura Anjin. Il rejoint les rangs des Hatamoto, les gardes d'élite et les samouraïs directement sous les ordres du shogun. Et en retour, il reçoit des terres équivalents à 100 fermes. Il se marie, une fois de plus, cette fois avec une japonaise nommée Oyuki, avec qui il aura 2 enfants, Joseph et Susana. William Adams poursuit ses activités lucratives au Japon, notamment grâce au commerce avec l'Asie du Sud-Est, et participe à plusieurs expéditions au Siam et au Vietnam. Plus tard, il devient même l'un des représentants officiels de la Compagnie des Indes orientales anglaises au Japon. Grâce aux efforts d'Adams et de ses compagnons hollandais du Liefde, les Hollandais sont autorisés à établir un comptoir sur l'île d'Irado en 1609. Les relations entre les Japonais et les Hollandais, via la Compagnie des Indes orientales, sont excellentes et lucratives. Rapidement, le shogun se rend compte que les Hollandais et les Anglais peuvent aisément remplacer les Portugais sans nuire au commerce extérieur japonais. Proche du shogun et anti-catholique, William Adams représente une menace pour le monopole et la présence portugaise au Japon. Les premiers signes d'une politique agressive du Bakufu, le gouvernement du shogun à la garde des catholiques, commencent en 1612 lorsque tous les Portugais sont confinés à Nagasaki. En 1613, défiant le Bakufu, 27 chrétiens japonais célèbrent la messe à Edo, au cœur même du pouvoir. Ils sont exécutés sur le champ. En 1615, tous les étrangers se confinaient à des endroits spécifiques du Japon, aussi éloignés d'Edo et de Honshu, la capitale de Kyushu, que possible. Les Hollandais et les Anglais ont le droit de commercer et de rester sur l'île d'Irado, tandis que les Chinois, les Portugais et les Espagnols sont cantonnés à Nagasaki.
En l'année 1614, le shogun, d'un geste impitoyable, émet un édit ordonnant l'expulsion sans merci de tous les jésuites et moines catholiques présents sur le sol japonais qu'il accuse d'ingérence dans les affaires internes du pays. Contraints à l'exil, 22 moines, 117 jésuites et de nombreux catéchistes sont expulsés violemment à Formose, l'ancien nom de Taïwan. Suite à cette expulsion, le christianisme est banni officiellement du Japon. Cependant, quelques jésuites, soutenus par une population loyale qui les cache au nez et à la barbe de la police du Bakufu, réussissent à échapper aux griffes du pouvoir. Les jours sombres qui suivent voient s'abattre des persécutions systématiques sur les villages et les villes chrétiennes de Kyushu. Le 10 septembre 1622, à Nagasaki, 52 convertis japonais catholiques sont arrêtés. 27 d'entre eux sont brûlés vifs, tandis que les 25 autres connaissent une fin tout aussi tragique, décapités. Les daimyo chrétiens de Kyushu et leur clan de samouraïs, renversés par la force brutale des nouveaux daimyo loyaux au shogun, précipitent la région dans un abîme d'instabilité et de désespoir. Afin de débusquer les Japonais chrétiens cachés, ces êtres appelés Krishtan, le Bakufu instaure la cérémonie du Fumie d'une cruauté sans égale. Les Japonais, suspectés d'entretenir une foi chrétienne, sont contraints, sous peine de mort, de fouler aux pieds et de profaner des images sacrées du christianisme. Quiconque hésite ou laisse perler une larme de tristesse est aussitôt arrêté et condamné à l'exécution. Selon les récits et les légendes qui perdurent, certains de ces infortunés sont même jetés vivants dans le cratère fumant du mont Uzen, un volcan en activité à quelques encablures de Nagasaki. À partir de 1633, le nouveau shogun, Iemitsu Tokugawa, petit-fils du célèbre Tokugawa Ieyasu, hâte la fermeture des frontières du pays et réinstaure l'interdiction du christianisme. Il restreint les échanges commerciaux des marchands japonais avec l'étranger et va même jusqu'à interdire à tous les Japonais ayant vécu plus de 5 ans hors de l'archipel de fouler à nouveau leur sol natal. Ainsi, entre pirates, mercenaires et marchands, de nombreuses communautés japonaises se retrouvent isolées, coupées de leur terre d'origine, dans les lointaines contrées de l'Asie du Sud-Est. Les Japonais, expatriés, qu'ils soient marchands, pirates ou mercenaires, se transforment alors en menaces perçues par le Bakufu plutôt qu'en atout. En l'année 1634, le commerce maritime japonais est tout simplement interdit. Le Bakufu ordonne impitoyablement la destruction de tous les navires de commerce d'une capacité supérieure à 2500 tonneaux, seuls capables de prendre la haute mer. Désormais, quel que soit leur rang ou leur statut, les Japonais sont strictement confinés à l'intérieur des frontières de leur pays. Les marins et les pêcheurs nippons, victimes des tempêtes déchaînées ou des naufrages en dehors du Japon, sont ainsi condamnés à l'exil pour le reste de leur existence. Les Japonais vivant à l'étranger ainsi que leurs familles sont menacés de mort s'ils osent fouler à nouveau le sol du Japon. 2 ans plus tard, en 1636, les Japonais mariés à des Occidentaux et leurs enfants métis sont contraints à l'exil. La communauté japonaise au Siam devient alors un refuge pour certains chrétiens japonais persécutés qui fuient leur pays. En pratique, toutes ces restrictions n'affectent pas l'unique comptoir japonais à l'étranger, situé à Busan, en Corée, ni les frontières nordiques d'Ezo et les îles de Ryukyu au sud. Et puis, en l'année 1638, les provinces de Shimabara et Amakusa à Kyushu, la région la plus fervente dans sa foi chrétienne, se soulèvent contre les persécutions incessantes et le règne tyrannique des seigneurs daimyo. Les anciens daimyo du clan Arima, convertis au catholicisme par les Portugais, ont déjà été renversés depuis 1615 par de nouveaux seigneurs daimyo farouchement hostiles à la foi chrétienne. Depuis près de 20 ans, Shimabara est devenu le théâtre des persécutions implacables, de massacres sans fin et de famines dévorantes. Tous les ingrédients sont réunis pour une explosion sociale et politique, et l'étincelle ne tarde pas à jaillir lorsque la foule en colère assassine un magistrat venu collectionner les taxes dans un petit village. Les paysans opprimés, accablés par les injustices, se dressent courageusement contre leurs oppresseurs. Ils ne sont pas les seuls dans leur lutte désespérée. Les anciens samouraïs du clan Arima,
autrefois fidèles aux daimyo chrétiens, se joignent à leur cause. Ces guerriers, majoritairement chrétiens, apportent avec eux leur expertise martiale et forment une armée redoutable de 5000 hommes. Leurs rangs sont remplis d'arquebusiers habiles, prêts à faire face à leur ennemi avec une précision mortelle. Le daimyo de Shimabara, aveuglé par son arrogance, sous-estime d'abord la puissance de cette rébellion qui s'organise contre lui. Il réagit tardivement, en envoyant une expédition punitive de 3000 hommes, mais il est pris au dépourvu. Les rebelles, rusés et déterminés, tendent une embuscade à l'armée du daimyo. Dans un bain de sang, les soldats du daimyo sont décimés, laissant leur rang en lambeaux et leur chef consterné par cet échec cuisant. Cependant, en raison du manque de canons, les rebelles ne peuvent pas prendre les châteaux de Shimabara et Amakusa. Ils se retranchent donc dans le château abandonné d'Ara, autrefois siège des daimyo chrétiens. Sous le commandement de 5 vaillants samouraïs, les rebelles fortifient et préparent les défenses d'Ara. Plus de 37 000 chrétiens, femmes et enfants compris, trouvent refuge et protection dans ce château, défiant ainsi les forces du shogun. Parmi eux se trouve un jeune guerrier chrétien exceptionnel, Amakusa Shiro, surnommé Tendo, l'ange de Dieu, qui se fait remarquer par sa piété et sa connaissance des textes sacrés. À peine âgé de 16 ans, son charisme, sa bravoure et sa foi inébranlable inspirent les rebelles qui ont besoin d'un messie. Le château en ruine d'Ara devient le théâtre d'une résistance héroïque. Les nouvelles de la rébellion de Shimabara se répandent comme une traînée de poudre, secouant les terres de Kyushu. Les forces loyales au shogun commencent à se rassembler pour écraser cette révolte. À Edo, la capitale, le shogun lui-même dépêche son armée personnelle, composée de 50 000 hommes, pour écraser les rebelles chrétiens. Un raz-de-marée de soldats déferle sur le pays, formant une masse écrasante de plus de 100 000 guerriers, prêts à tout pour anéantir la résistance. Le siège d'Ara s'engage dans une spirale de violence et de sang. Les rebelles défendent leur forteresse avec un courage inébranlable, infligeant de lourdes pertes à leurs assaillants. Le général de l'armée du shogun, Itakura Shigemasa, réalise la gravité de la situation et fait appel aux Hollandais présents sur l'île d'Hirado pour obtenir des canons et de la poudre. Et même avec ces renforts, la situation reste précaire. Une nouvelle demande est donc envoyée aux Hollandais pour bombarder le château depuis la mer. Malgré le fait que la grande majorité des défenseurs d'Ara soient chrétiens, les protestants hollandais choisissent de servir leurs propres intérêts et leur alliance avec le Bakufu, ignorant la souffrance de leurs frères chrétiens. Le château d'Ara est soumis à un bombardement implacable, tant depuis la mer que depuis la terre, pendant 15 jours. Mais les rebelles tiennent bon, résistant à l'acharnement de leur ennemi. Le Bakufu à Edo commence à s'impatienter et dépêche un nouveau général, Matsudoira Nobutsuna, pour prendre les rênes de la campagne. Voyant l'arrivée de son remplaçant imminent, le général Itakura Shigemasa décide de lancer un dernier assaut massif pour éviter le déshonneur qui l'attend. Hélas, cet assaut se solde par un échec cuisant et le général lui-même trouve la mort sur le champ de bataille. Le nouveau général, Matsudoira Nobutsuna, change de stratégie. Il renforce les positions du shogun, piégeant les rebelles dans un terrible étau. Ara, malgré sa résistance héroïque, finit par succomber à la faim, à la soif et au désespoir. Les rebelles épuisés sont confrontés à une réalité cruelle et inévitable. Nobutsuna désire néanmoins éviter un massacre sanglant et tente de négocier une dernière fois avec les insurgés. Ces derniers lui répondent en tirant des yabumi, des flèches auxquelles sont attachés des messages, réitérant leur volonté de pratiquer leur culte librement. Dans un dernier acte de bravoure, les rebelles de Shimabara tentent de reprendre l'initiative. Dans l'obscurité oppressante de la nuit du 3 février, ils lancent une attaque désespérée et meurtrière contre les positions du shogun. En un seul assaut, ils infligent plus de 2000 pertes à leur ennemi, semant le chaos et la confusion dans leur rang. Plein de courage et d'espoir, les rebelles tentent une deuxième sortie audacieuse le 4 avril pour briser le siège. Mais la
forces massives de l'armée du shogun les repoussent violemment. Les renforts affluent sans cesse du côté de l'armée du shogun, renforçant l'armée déjà imposante à 125 000 hommes. Ils encerclent les 27 000 rebelles restants qui sont maintenant pris au piège dans les ruines de leur propre château. Par erreur, les forces du shogun lancent un assaut généralisé le 12 avril. Une bataille féroce et sanglante s'ensuit, où chaque pouce, chaque centimètre du château est disputé avec une férocité sans précédent. Malgré leur résistance acharnée, les rebelles, épuisés, affamés et à court de munitions, ne peuvent plus retarder l'inévitable. Les samouraïs du shogun franchissent les dernières positions défensives du château, entraînant un massacre général de tous les rebelles. Amakusashiro, le jeune héros chrétien, est tué et sa tête est cruellement décapitée, exhibée à Nagasaki comme un trophée macabre et un avertissement sinistre pour tous ceux qui oseraient se rebeller contre le pouvoir du shogun. Au milieu des tas de cadavres mutilés et décapités, un message sinistre émane du shogun. Aussi longtemps que le sol réchauffera la terre, aucun chrétien n'aura l'audace de poser le pied sur le sol japonais. Qu'il s'agisse du roi d'Espagne, du dieu chrétien ou du grand dieu de tous, quiconque transgressera cet ordre le paiera de sa tête. Le daimyo de Shimabara et son fils, en raison de leur cruauté et de leur mauvaise administration, sont désignés coupables de la rébellion par le shogun et exécutés. C'est le seul daimyo exécuté pendant toute l'époque Edo. Par la suite, il devient courant d'accuser ses adversaires politiques d'être des chrétiens cachés, des Christians, afin de les discréditer. En 1639, suite à la rébellion de Shimabara, tous les Portugais sont définitivement expulsés du Japon. Ceux qui choisissent de rester sont rapidement arrêtés et condamnés à mort par crucifixion, ou encore pire, torturés et humiliés jusqu'à qu'ils renient publiquement leur foi. Cet épisode marque la dernière pièce d'une politique d'isolement et de fermeture du pays, connue sous le nom de Sakoku, qui perdura pendant plus de 2 siècles. Un an plus tard, une ambassade de Portugais venue de Macao débarque à Nagasaki. Dès leur arrivée à terre, les 4 négociateurs et les 57 membres de l'équipage sont arrêtés et décapités publiquement. Seuls 13 membres de l'équipage chinois sont épargnés pour rapporter le message à Macao. Tout chrétien qui mettrait un pied sur le sol japonais subirait le même sort. Les Hollandais se retrouvent ainsi confinés sur l'île artificielle de Dejima, une enclave minuscule dans la baie de Nagasaki. Cette île, reliée à la ville par un seul pont fortement gardé, devient le seul territoire japonais ouvert aux marchands hollandais, mais seulement aux hommes. La Compagnie des Indes orientales des Pays-Bas, grâce à sa position privilégiée, est la seule puissance occidentale autorisée à commercer avec le Japon. Cependant, le contrôle du bakufu est strict et toutes les règles doivent être respectées. Sur l'île de Dejima, les marchands hollandais subissent un contrôle draconien.
aucune marchandise ou livre interdit, comme la Bible, n'est autorisé à entrer sur le territoire japonais. Les fouilles corporelles sont monnaie courante et les marchands sont strictement interdits de se lier d'amitié ou d'avoir des relations avec des Japonais. Leur accès à Nagasaki est également hautement surveillé et ils ne sont autorisés à visiter que le quartier des plaisirs sous une vigilance constante. Cependant, avec l'avènement du 8e shogun, Tokugawa Yoshimune, certaines restrictions commencent à s'assouplir peu à peu. Les livres européens et leurs traductions chinoises importées par la Compagnie des Indes orientales bénéficient d'une plus grande tolérance. Ainsi, Nagasaki se transforme en un centre intellectuel majeur grâce au Rangoku, les études hollandaises. Le Japon, par le biais de traductions en néerlandais, s'ouvre aux connaissances scientifiques, médicales, militaires et historiques de l'Occident. Parallèlement, le Japon maintient également des liens avec la culture et la science chinoise, grâce aux marchands chinois autorisés à séjourner dans un comptoir à Nagasaki. Contrairement aux idées reçues, le Japon n'est pas aussi isolé qu'on le pense. Bien que de manière strictement réglementée, il entretient des relations diplomatiques et commerciales avec ses voisins. Par le biais du comptoir de Busan et de l'île de Tsushima, le Japon échange avec le royaume de Corée, mais aussi avec le royaume de Ryukyu au sud et les Ainu au nord sur l'île d'Hokkaido. Le commerce extérieur reste important malgré la politique du Sakoku, ou fermeture du pays. Mais à partir de la fin du XVIIIe siècle, le retour progressif des Européens dans la région, notamment les Russes et les Britanniques, suscite l'inquiétude du Bakufu, du gouvernement du shogun. En 1808, tandis que les guerres napoléoniennes font rage en Europe, une frégate de la Royal Navy parvient à pénétrer par ruse dans le port de Nagasaki. Arborant le pavillon hollandais, le HMS Phantom fait résonner le tonnerre de ses canons pour exiger du ravitaillement. Incapables de résister à une telle puissance de feu, les Japonais cèdent aux exigences britanniques dans l'espoir de les voir repartir rapidement. Alors que les navires occidentaux conquièrent de nouveaux empires coloniaux, leur présence se fait de plus en plus visible depuis les côtes japonaises. En 1823, le shogun promulgue l'édit pour repousser les navires étrangers qui ordonne aux autorités côtières de bombarder les navires et de capturer ou exécuter tout étranger qui mettrait le pied sur le territoire japonais. Ce qui est écrit dans l'édit illustre parfaitement cet état d'esprit. Tous les barbares du Sud et les Occidentaux, et pas seulement les Anglais, adorent le christianisme, ce culte malfaisant interdit dans notre pays. Dorénavant, chaque fois qu'un navire étranger sera aperçu, s'approchant de n'importe quel point de notre côte, toutes les personnes à terre devront faire feu sur lui et le chasser. Ne soyez jamais pris au dépourvu. Ainsi, le Japon se prépare à défendre farouchement sa souveraineté face à l'arrivée imminente des navires étrangers. En 1837, Charles W. King, un marchand américain établi en Chine, entreprend l'audacieuse mission d'accoster au Japon pour ramener des marins japonais naufragés. Mais ce qu'il rencontre est bien loin de ses attentes. Les forces japonaises, prêtes à tout pour maintenir leur isolement, ouvrent le feu sur son navire, forçant Charles W. King à prendre précipitamment la fuite. Trois ans plus tard, en 1840, la première guerre de l'opium ébranle profondément la perception du monde chez les élites japonaises. À cette époque, l'Empire du Milieu se trouve dans une situation similaire au Japon. La bureaucratie chinoise impériale de la dynastie Qing impose des restrictions strictes sur les échanges avec les étrangers afin de protéger la Chine. Seule la région du Canton est ouverte aux échanges commerciaux extérieurs. Depuis le début du XIXe siècle, la Chine est aux prises avec un fléau sans précédent, l'opium. Cette drogue, utilisée en médecine chinoise, s'est transformée en un poison ravageur. En 1835, plus de 5 millions de Chinois sont dépendants de l'opium. Soutenue par la Compagnie britannique des Indes orientales, l'entreprise Jardine Matheson & Company, le plus grand producteur d'opium au monde, ainsi que des contrebandiers chinois et une administration corrompue, le trafic d'opium prend des proportions démesurées, suscitant l'inquiétude de l'empereur de Chine. En 1839, les autorités chinoises, sous les ordres de Lin Zexu, passent à l'action en déclarant une guerre totale contre le trafic de drogue. Les autorités confisquent et brûlent plus de 1000 tonnes d'opium dans la région du Canton.
Face à cette action radicale, les marchands britanniques exigent du gouvernement une réparation immédiate pour la valeur marchande colossale de l'opium saisi et détruit par les autorités chinoises. L'intransigeance de la Chine dans sa lutte contre les stupéfiants pour le bien public met néanmoins en péril la balance commerciale britannique avec la Chine. Jusque-là, la vente d'opium britannique en Chine est non seulement extrêmement lucrative, mais elle finance également largement les importations de thé, de soie et de porcelaine chinoise. En l'espace de 2 ans seulement, 16 vaisseaux de guerre britanniques soumettent la Chine, anéantissant sa flotte et capturant plusieurs villes côtières. En plus des défaites humiliantes infligées à l'armée impériale en raison de son armement et de son organisation obsolète, les troupes britanniques ne reculent pas devant le massacre de civils. Après des négociations, la Chine signe le traité de Nanking le 29 août 1842. Cela marque le début d'un siècle de troubles politiques, sociaux et culturels, ainsi que d'humiliations infligées à la Chine par les étrangers. Outre d'importantes indemnités et des concessions commerciales, l'Empire céleste doit céder l'île de Hong Kong à l'Empire britannique et ouvrir 5 autres ports, dont celui de Shanghai, aux échanges commerciaux extérieurs. Les États-Unis, la France et la Russie profitent de cette nouvelle situation et signent à leur tour des traités dits inégaux avec la Chine. Lin Zenshu est envoyé en exil et des dizaines d'officiers chinois se suicident après avoir échoué à repousser les Britanniques. Profondément humiliée, la dynastie des Qing est plongée dans une série de soulèvements populaires, dont la sanglante révolte des Taiping qui fait entre 20 et 30 millions de morts. Jusqu'à la première guerre de l'opium, la Chine est perçue par le Japon comme la nation la plus puissante du monde. Le fait qu'un pays si puissant ait été si rapidement soumis par les Occidentaux fait craindre le pire au Bakufu. Comment le Japon peut-il imaginer une autre issue alors qu'il ne possède même pas de marine de guerre? Le destin du Japon s'annonce funeste, semblable à celui de la Chine. Les sombres nuages de l'incertitude et de la menace planent désormais au-dessus de l'archipel japonais. En l'année 1844, le roi Guillaume II des Pays-Bas prend lui-même l'initiative d'avertir l'empereur japonais des nouvelles menaces qui pèsent sur le Japon. À travers une lettre, il évoque l'augmentation inévitable des navires occidentaux dans les eaux japonaises, rappelant le coup fatal de la guerre de l'opium pour la Chine, dont la résistance à la puissance militaire européenne avait été vaine. Le roi des Pays-Bas écrit à Sa Majesté l'empereur du Japon. La distance est surmontée par l'invention du bateau à vapeur, ce qui rend impossible l'isolement du monde. Un conflit pourrait facilement éclater entre les équipages des navires proliférants et les habitants de votre majesté. Une nation qui tente de se tenir à l'écart risque d'attiser l'inimité des autres. La sagesse commande de relâcher les anciennes lois lorsque celles-ci menacent la paix par une interprétation stricte. De l'autre côté du Pacifique, les États-Unis, pleins d'appétit, désirent leur part du gâteau asiatique. Après avoir signé un traité inégal avec la Chine, en 1845, le gouvernement américain autorise une première expédition au Japon. Le commodore James Biddle, 7 ans avant Perry, arrive dans la baie d'Edo pour négocier un traité, mais se heurte à un refus catégorique des Japonais, accompagné d'une invitation à partir immédiatement. En 1852, le gouverneur des Indes hollandaises, ayant entendu parler des préparatifs avancés de Perry, avertit le Bakufu en envoyant une lettre au sujet d'une nouvelle menace imminente en provenance des États-Unis. Selon les rumeurs, un émissaire sera envoyé avec une lettre du président à l'empereur du Japon. L'envoyé amènera également quelques naufragés japonais et demandera l'ouverture d'un ou 2 ports japonais au commerce, ainsi que la mise à disposition d'installations de charbon pour les navires à vapeur en route de Californie vers la Chine. La pression occidentale s'intensifie de plus en plus. Le 9 août 1853, une petite flotte russe commandée par Putyatyn arrive à Nagasaki pour négocier un traité et l'ouverture du pays. L'Empire de Russie a entendu parler des préparatifs de Perry et tente de prendre de court les Américains. Les échanges sont cordiaux et les équipages russes sont entièrement approvisionnés. L'ingénieur russe Alexander Mosaski fait la démonstration d'une machine à vapeur. Mais les négociations avec les Russes sont lentes, très lentes. En attendant une réponse officielle du shogun, Putyatyn décide de se rendre en Corée, mais est chassé par les Britanniques. Le dernier avertissement
parvient d'Okinawa en juin 1853, moins de 5 semaines avant l'arrivée de Perry dans la baie d'Uraga, annonçant l'arrivée imminente de l'escadre américaine à Edo. Nous atteignons enfin la conclusion de notre voyage à travers la période du Sagoku, témoignant de la pression croissante exercée par l'Occident pour ouvrir les portes du Japon. Nous avons été témoins de l'impact des Portugais, des Espagnols, des Hollandais et des Anglais sur le Japon et son peuple, depuis l'introduction du christianisme et des armes à feu modernes jusqu'aux politiques isolationnistes rigides qui ont suivi. Nous avons exploré les motivations initiales ainsi que les défis auxquels l'Occident avait été confronté dans sa tentative d'ouvrir le Japon au christianisme et au commerce. Des méfiances du puissant Bakufu, gouvernement du shogun, envers ces étrangers considérés comme des barbares, aux barrières culturelles et linguistiques qui ont entravé les communications, en passant par la rivalité entre protestants et catholiques. Cette nouvelle religion, le christianisme, est devenue rapidement une menace fantôme pour le Bakufu, mettant en péril la société japonaise et l'autorité des puissants seigneurs daimyo et du shogun. Mais le Japon doit maintenant faire face à sa plus grande menace, et celle-ci n'est plus une menace fantôme, mais une réalité imminente qui se rapproche chaque jour davantage. Perry, avec son East Asian Squadron, se rapproche vite, et la confrontation entre ces deux mondes aura des conséquences d'une ampleur considérable. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes vidéo et audio, YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast et même Dailymotion. N'hésitez pas à suivre Odyssea 2.0 sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et à partager les épisodes. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter. Rejoignez-moi dans 2 semaines pour un nouveau chapitre de Soleil Rouge qui s'annonce épique. C'était Christophe Caporelli pour Odyssea 2.0. À très bientôt.